début de l'été 1942, les forces américaines préparent une première riposte contre Hitler. Les Américains, à l'été 1942, voulaient déjà débarquer en France. Ils n'avaient que 2 divisions à y mettre. Ils n'avaient pas tiré un coup de fusil contre les Allemands depuis 1918. Leurs officiers et leurs hommes étaient encore extrêmement verts. Et donc, pour les Anglais qui étaient quand même au combat depuis 1939, c'était de l'amateurisme total. Churchill persuade Roosevelt de débarquer le corps expéditionnaire allié en Afrique du Nord. Le plan est de défaire l'Africa Corps de Rommel pour ensuite attaquer l'Italie de Mussolini, l'allié d'Hitler sur le flanc sud de l'Europe. Mais l'Afrique du Nord, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. C'est le consul Murphy qui a dit qu'ils croyaient qu'ils allaient débarquer dans la jungle avec des cases en bout séché. Ils n'avaient aucune idée de à quoi ressemblait l'Afrique du Nord. Donc ils se sont documentés assez vite. Hein. Bon, ils se sont rattrapés très vite. Robert Murphy est le représentant personnel de Roosevelt à Alger. Depuis septembre 1940, il développe les intérêts économiques américains en Afrique du Nord. En Algérie française, Murphy noue des relations amicales avec les milieux d'affaires français vichistes influents. C'est là qu'il rencontre l'industriel Jacques Lemaigre du Breuil, le grand patron des huiles de Sieur, de l'huile alimentaire et de l'huile pour les moteurs. Lemaigre du Breuil est l'exemple type de ces grands industriels qui ont profité de la collaboration pour s'enrichir, ce qui vendait l'huile aux Allemands, et qui prépare la suite avec les Américains. Et tout ça aboutit à ce que Lemaigre du Breuil soit une des chevilles ouvrières de la solution américaine du débarquement. Roosevelt tient à soigner tous les détails de ce débarquement à venir en Afrique du Nord, en plein territoire français sous contrôle de Vichy. Le président américain a toujours De Gaulle en ligne de mire. Et, dans le plus grand secret depuis des semaines, les Américains cherchent un Français pour remplacer le rebelle de Londres au pied levé. Pendant un certain temps, les Américains essayent de dresser quelqu'un contre De Gaulle. Et c'est Roosevelt, évidemment, qui tient la main. Mais De Gaulle avait ses propres sources de renseignements. Et très vite, il a appris, pratiquement dès le mois d'août, il savait. Il savait aussi qu'on allait y faire participer le général Giraud. Henri Giraud est un général 5 étoiles. De Gaulle sait que cet officier choisi par Washington pour devenir le chef provisoire de la France est appelé à devenir l'homme à tout faire des Américains en Afrique du Nord. Giraud est tout sauf un héros militaire. Il s'est fait capturer assez lamentablement en mai 40, encerclé par les Allemands, et il est prisonnier jusqu'à son évasion en 1942, avant de passer en Afrique du Nord via le Portugal et l'Espagne. Giraud, c'était l'homme rêvé, modérément vichiste, et aussi anti-De Gaulle. Il pourrait éclipser De Gaulle. Le 8 novembre 1942, le débarquement anglo-américain a lieu simultanément au Maroc, à Casablanca, et en Algérie, à Oran et Alger. Vichy n'a pas l'intention de laisser les anglo-saxons débarquer dans ces territoires sans combattre. Si Alger tombe facilement en une journée grâce à la résistance locale, les combats sont rudes à Casablanca et à Oran. À Alger, les Américains font une rencontre inattendue, celle de François Darlan, l'un des hommes forts de Vichy. Il se trouve que Darlan est en Afrique du Nord. Il est en Afrique du Nord parce que son fils est très malade et il est venu le voir. Donc ça, c'est les hasards de la guerre, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il se trouve là et c'est à lui que tout le monde obéit. Et donc il va falloir s'entendre avec Darlan. Les Américains veulent faire cesser les combats au plus vite. Pour son premier engagement militaire avec des soldats non aguerris, le général Eisenhower tient à préserver le plus de vies possible. Ils s'entendent avec Darlan, mais Giraud là-dedans, Giraud, il arrive après, il fait un appel auquel personne n'obéit, parce qu'en Afrique du Nord, Giraud, ça compte pas, mais ça les Américains ne pouvaient pas le savoir. Et donc, ils sont bon an, mal an, et ils sont obligés de s'entendre avec l'homme sur place, qui peut leur fournir un cessez-le-feu,
Et c'est Darlan à qui on dit vous n'avez pas tellement le choix. Alors, dit oui, mais il faut que je demande des instructions au maréchal. Et on dit non, le maréchal ne connaît pas. Hein, c'est maintenant où on vous met en prison. On lui laisse même entendre que ça pourrait être plus grave que la prison. Hein. Donc Darlan c'est pas un héros. Hein, donc il finit évidemment par faire ce qu'on lui demande. Un gouvernement vichiste de l'Afrique française est formé le 14 novembre 1942 par Darlan, sous le nom de Haut Commissariat de France en Afrique. Il prend le pouvoir au nom du maréchal Pétain. Giraud se rallie à Darlan en échange de sa nomination comme commandant de l'armée d'Afrique. Il reçoit l'aval des Américains. Le pouvoir américain choisit Darlan, c'est-à-dire Darlan c'est pire que Pétain. Donc c'est totalement inacceptable, mais c'est le choix des Américains. Celui qui s'en accommode pas, évidemment, c'est De Gaulle. De Gaulle le connaît très bien. Hein. Ministre de l'Intérieur de Vichy, ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui est allé rencontrer Hitler à Berchtesgaden, etc. C'est l'homme des Allemands, Darlan. Alors que les Américains et les Anglais puissent s'acoquiner avec un type pareil, pour lui, c'est la moralité totale. C'est là que De Gaulle lâche cette phrase formidable, qui est une phrase évidemment dictée par la colère et qui résume tout, mais finalement, c'est pas à Hitler que Roosevelt fait la guerre, c'est à moi. Le Haut Commissariat maintient toutes les lois et mesures d'exception de Pétain, y compris l'internement des résistants déportés par Vichy et les lois anti-juives. Alors, qu'on sent des choses absolument stupéfiantes. Il donne vraiment les clés de l'Afrique du Nord aux Américains. L'État, le commandement civil, le commandement de l'administration. Et donc, sa politique va être une politique vichiste en Afrique du Nord. C'est une métastase de Vichy en Afrique du Nord, couvert par l'homme des Américains, Giraud. Donc c'est une situation un peu aberrante. L'interlude Darlan est de courte durée. L'amiral est assassiné le 24 décembre 1942 par un jeune résistant français. Henri Giraud, devenu commandant en chef civil et militaire, maintient la même ligne politique. Il fait arrêter et déporter dans le sud les chefs de la résistance. Ainsi, l'Empire en guerre reste partagé entre deux pouvoirs. Celui d'Alger, soutenu par Roosevelt, et le Comité français de Londres, décidé à restaurer la légalité républicaine. Le 14 janvier 1943, le président Roosevelt arrive en Afrique du Nord. Hommage à ses combattants, il doit aussi sonder l'homme sur qui il a tout misé. Il rencontre Giraud pour la première fois le 17 janvier. Et à la fin de l'entretien, il dit à Churchill, j'ai bien peur que nous nous appuyions sur une planche pourrie. Il est nul comme administrateur, il sera nul comme chef. Le général de Gaulle, qui n'a ni été consulté ni mis au courant du débarquement, arrive en Afrique du Nord le 22 janvier. Il doit empêcher que le pouvoir n'échappe aux combattants de la France libre, seul légitime à ses yeux pour rétablir la République. Pas question d'entente avec les hommes de Vichy. C'est dans cet état d'esprit qu'il rencontre le président américain. Roosevelt n'est pas seul. La première rencontre entre Roosevelt et De Gaulle se passe mal, puisque lors de sa rencontre avec Roosevelt, les rideaux bougeaient et que derrière les rideaux, il y avait des agents de l'OSS. Armé de mitraillettes Thompson calibre 45, et le chef des gardes dit le président nous a dit que c'était un apprenti dictateur, on veut ne courir aucun risque, on attend qu'il essaye d'étrangler le président et on le transformera en passoire. Le général, il avait remarqué, et il dira plus tard, ils me prennent pour l'assassin de Lincoln. La rencontre se déroule dans une atmosphère pesante. Roosevelt lui fait bien comprendre que pour lui, il n'est en aucun cas le représentant de la légitimité française, et encore moins de la légalité française. Pour lui est égal celui qu'il reconnaît, or il a reconnu Giraud. Roosevelt ne concède rien à De Gaulle. Giraud et lui devront s'entendre. Mais De Gaulle a un allié de poids, les circonstances politiques. Le président américain qui brigue un troisième mandat a une échéance électorale l'année suivante. Le problème de Roosevelt, c'était que l'opinion publique, en décembre et en janvier, exigeait que De Gaulle soit mis au premier plan.
Et la presse, surtout, la presse qui maniait l'opinion publique. Et donc Roosevelt s'est dit, il faut faire quelque chose de publicitaire pour montrer que j'accepte qu'on remette De Gaulle en selle, même si c'est dans une position subordonnée. Par conséquent, la conférence qui suit à Anfa, au Maroc, jusqu'au 24 janvier 1943, n'est qu'une grande mise en scène au profit du président Roosevelt. Elle scelle pour la presse et l'opinion l'association des généraux Giraud et De Gaulle. On les oblige à se serrer la main. Magnifique archive, effectivement, parce qu'on voit De Gaulle se déplier très lentement et tendre une main molle au général Giraud. Une poignée de main que l'on fait même refaire. Le cadre doit être parfait pour les photos. Le président sourit, ça a été fait sous son égide, et donc voilà, c'est le grand protecteur de Giraud et de Gaulle. L'opinion américaine n'a plus qu'à se taire. Et il va pouvoir faire tranquillement, préparer tranquillement sa réélection. Et en même temps, il y a, d'une façon ou d'une autre, il va falloir se débarrasser de Gaulle. Pour cela, Lamgotte prévoit des préfets américains, mais aussi une nouvelle monnaie calquée au format du dollar, sur laquelle ne sont même pas inscrits les mots République française. Pour De Gaulle, c'est l'insulte suprême, parce que les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Hein, si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. De Gaulle débarque l'homme que les Français attendent. Devant cette évidence, Roosevelt, qui ne le reconnaît toujours pas comme le représentant officiel de la France, consent à l'inviter à Washington au début du mois de juillet. L'idée qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir misé sur l'homme qui risque d'être l'homme fort au moment de la libération de la France, ça peut lui coûter beaucoup de voix. Donc il a fait le calcul des voix que ça allait lui coûter, il s'est dit « Ouh là, ça peut être embêtant, ça va donner des ailes à mon concurrent, il faut faire quelque chose ». Et le quelque chose, évidemment, c'est de recevoir De Gaulle. De Gaulle n'est pas dupe des manœuvres politiciennes du président Roosevelt. I am glad to be on American soil and again to have met President Roosevelt. Par ailleurs, le contenu de ces déclarations sur la mainmise américaine du monde d'après-guerre ne le rassure pas. C'est mon héros. Mais dans l'immédiat, ses priorités sont ailleurs. De Gaulle repart quand même avec une très très grande méfiance. Il se dit, les Américains, on en a besoin, mais ils vont nous faire les pires ennuis en Indochine, en Afrique, ailleurs. Et donc, évidemment, il voit bien tout ce que ça peut faire après la libération. Mais bon, son problème immédiat, c'est quand même de pouvoir charmer suffisamment les Américains pour que Roosevelt se sente obligé d'équiper au moins au minimum les armées qu'il va lever. De Gaulle, de retour en France, Eisenhower honore sa part du marché. À ce moment-là, Eisenhower laisse la deuxième DB rentrer dans Paris et permet à De Gaulle de s'imposer politiquement. Mais il le fait quasiment en violant les ordres de Roosevelt. Le 25 août, la ville est en liesse. Paris va diriger. C'est Paris. Libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple. Mais en coulisses se joue un combat politique. La résistance communiste noyote toutes les administrations provisoires de la capitale. Et pour reprendre en main les leviers du pouvoir, le général demande une dernière faveur au chef des armées alliées. De Gaulle dit à Eisenhower, j'ai besoin de vous pour intimider les communistes, et il faut que vous me prêtiez 2 divisions pour, et alors la citation exacte, pour une démonstration de force à Paris. Eisenhower lui dit, mon général, ce que je vous propose, on a 2 divisions qui doivent aller au front, je les ferai passer par Paris. C'est pour ça que le 29 août, vous voyez 2 divisions, c'est gigantesque 2 divisions, hein, ça fait 25 000 hommes qui descendent les Champs-Élysées
On a encore des films, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que ça a vraiment impressionné les communistes sur place? On ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a impressionné Staline. Un Staline impressionné. Et Roosevelt, qui se retrouve être le seul chef d'État occidental à n'avoir toujours pas reconnu De Gaulle. Au moment où il sait que De Gaulle prépare un voyage en Union soviétique, il se dit c'est pas possible. On ne peut plus être les derniers à le reconnaître. Le monde entier l'a reconnu. Réponse de Gaulle: le gouvernement français est satisfait qu'on veuille bien l'appeler par son nom. Il ne pouvait pas faire autrement, quoi. On n'a pas à remercier. De Gaulle ne nourrit aucune illusion envers le chef de la Maison-Blanche. D'ailleurs, alors que les troupes françaises viennent de libérer Strasbourg, on demande au chef de la France libre de venir aider à contrer la dernière offensive allemande dans les Ardennes. De Gaulle a d'autres plans en tête. Il sait que l'épisode suivant, c'est la conquête de l'Allemagne. Or, les Alliés n'ont pas prévu de zone d'occupation française. Et De Gaulle veut la conquérir lui-même. Et donc il sait que s'il abandonne Strasbourg, il n'aura plus aucun point d'appui pour passer en Allemagne et conquérir la zone d'occupation sans laquelle la France ne pèsera pas dans le concert international. De la France dans le monde d'après-guerre, l'administration de Roosevelt avance ses pions en Afrique du Nord. Son objectif, mettre fin à l'Empire français, faire main basse sur le pétrole et préparer la lutte anticommuniste en soutenant les mouvements indépendantistes. En Algérie, on voit très bien que les Américains n'ont pas gardé les bras croisés et qu'ils ont bien l'intention de jouer un rôle discret mais efficace. L'objectif des Américains, c'était quand même de faire de l'Afrique du Nord une sorte de base militaire, je dirais, et économique contre l'Union soviétique. Et donc, effectivement, donc ils étaient au niveau d'armement. Et le 8 mai 1945, le jour même de la victoire alliée sur le nazisme, de violentes émeutes éclatent à Sétif, en Algérie. Les manifestants sont des Algériens de confession musulmane. Ils veulent l'indépendance. La répression est d'une extrême brutalité. Officiellement, les autorités françaises estiment que le drame fait 103 morts chez les Européens et plusieurs milliers chez les musulmans. Après enquête, les services secrets français font une découverte. Les services français, la DST en l'occurrence, a découvert que peu avant ces événements, les indépendantistes algériens avaient été chauffés à blanc par des agents américains, dont le propre cousin de Roosevelt, Kermit Roosevelt, qui était un agent de l'OSS, qui deviendra très important plus tard à la CIA. Les émeutes sont durement réprimées. Si De Gaulle est depuis toujours hostile au lien colonial, il tient à partir en paix. Il n'a pas le temps de mettre en place sa politique de décolonisation. Il quitte le pouvoir en janvier 1946. S'ouvre alors pendant 6 ans une grande période de soumission. La 4e République, inféodée politiquement et économiquement aux États-Unis, bascule dans les guerres coloniales, provoquant une grave crise politique au printemps 1958. Quand Coty se tourne vers De Gaulle, c'est qu'il n'y a plus aucune solution de rechange, que les Américains ne veulent plus prêter d'argent à un 4e qu'ils ont soutenu à bout de bras pendant 12 ans, et ils ne voient plus que cette solution-là. À la fois parce qu'elle peut créer un choc psychologique pour l'économie, et aussi parce qu'ils pensent qu'il est seul à avoir autorité sur l'armée qui commence à se rebeller. Mais ce qu'ignore De Gaulle, c'est que les Américains sont à la manœuvre pour le faire élire. Depuis l'ambassade, Wells Stabler, un diplomate employé de la CIA, achète les politiques français depuis des années. Pour cette élection, il met en place un stratagème avec Guy Mollet, le patron de la SFIO, le Parti socialiste, pour faire investir De Gaulle président du Conseil le 2 juin 1958. Eisenhower craint un coup d'État communiste et demande à la CIA d'aider au retour du pouvoir de De Gaulle. Et comment la CIA va le faire? C'est tout à fait extraordinaire. Et ça montre
la porosité entre les intérêts américains et la classe politique française en demandant à une partie du groupe SFIO, socialiste, de voter l'investiture à De Gaulle. Dès son arrivée à Matignon, De Gaulle met les choses au clair avec les Américains. Au secrétaire d'État John Foster Dulles, qui lui rend visite, il explique ses vues sur une politique souveraine de la France qui abrite notamment le siège de l'OTAN et de nombreuses bases militaires américaines. Quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, ça va de pair avec une défense des intérêts français et donc une opposition à tous ceux qui cherchent à la mettre en cause. Donc les Américains vont être naturellement, spontanément, à partir de 1958, des adversaires, des nouveaux concurrents. Ingleton monte une nouvelle opération d'intoxication. Il instrumentalise Vaujoli, le transfuge français. L'ex-espion doit faire des révélations mondiales sur les espions soviétiques de l'Élysée. Vaujoli écrit ses mémoires qui paraissent d'abord aux États-Unis, qui sont traduits immédiatement au Canada. Et donc le livre explique que De Gaulle est un agent soviétique, qu'il y a une taupe à l'Élysée. Et les bonnes feuilles du livre sont présentées dans Life Magazine, 9 millions d'exemplaires, avec une couverture extraordinaire, qui est une photo de Vaujoli pris de dos. Does the word topaz mean anything to you? What is topaz? Le département d'État américain cofinance également un film de fiction. Le scénario est celui de l'espion français. Le réalisateur est la référence mondiale du thriller d'espionnage. Story of espionage in high places. Alfred Hitchcock, qui traverse une mauvaise phase financière, accepte le projet. Au casting de Topaz en anglais, Leto en français, Philippe Noiret et Michel Piccoli. C'est l'histoire d'un président de la République qui est une taupe et qui sacrifie ses meilleurs agents, qui sacrifie l'amitié franco-américaine en faveur de l'Union soviétique. L'opération internationale est lancée au tout début de la crise de mai 68. Le calendrier n'est pas anodin. Ça arrive à un moment peut-être opportun pour les Américains qui veulent lui scier un peu la planche. C'était visiblement une tentative peut-être de déstabilisation de Gaulle, qui d'ailleurs va être déstabilisé là concrètement par mai 68, et la crise sociale, universitaire, etc., et la crise politique que ça va engager, y compris chez lui, parce qu'il va intérioriser cette histoire et il va décider à moyen terme de quitter le pouvoir. Pendant les événements de mai 68, les États-Unis déploient un important dispositif de renseignement. La CIA infiltre tous les collectifs étudiants. S'agit-il seulement d'une simple collecte d'informations ou d'une tentative de déstabilisation? C'est pas impossible qu'en 68, il y ait beaucoup de gens qui considéraient que c'était peut-être l'occasion aussi de se débarrasser de Gaulle et de pousser des pions, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pousser De Gaulle, il faut avoir une alternative. Pousser De Gaulle pour le plaisir de pousser De Gaulle, ça n'a pas beaucoup de sens en politique. Je veux dire, voilà, si vous n'avez pas le type qui vous allez soutenir, le machin, le truc, etc. Parce que la CIA a suivi les événements, là aussi.